Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les premiers spinners dans un cas simple en deux dimensions et le lien entre un vecteur et un spinner. Voir la différence et ce sera comme une première approche pour l'informatique quantique. Donc les spinners ou les vecteurs, on va essayer de voir la différence. Sachant que en deux dimensions, on a ce problème que le groupe spin et le groupe rotation sont tous les deux représentables par un cercle. Donc en fait, le vecteur et le spinner vont être des vecteurs tous les deux sur le cercle. Ça va être des vecteurs unitaires. Et du coup, il va falloir faire attention à pas confondre les deux, puisqu'il y en a un qui c'est un vecteur aussi sur le cercle, mais il tourne, on a vu qu'il tournait deux fois moins vite. Donc on va essayer de prendre un petit exemple concret pour mieux se rendre compte de ce qui se passe. Alors, les spinners, donc on a ça en informatique quantique. Vous avez déjà entendu parler du qubit, donc bit quantique. Donc le bit quantique, c'est un spinner, mais en 3D. C'est comme un quaternion, si vous voulez. Donc ça, c'est en 3D. Et j'ai peut-être un petit dessin que j'avais préparé. Voilà. Voilà. Donc on a les trois cas. Donc le qubit, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle. Donc là, ce qu'on représente, ça va être un certain vecteur en trois dimensions. Donc un vecteur unitaire, c'est-à-dire on va s'intéresser à toute la surface de la sphère. Et donc, en fait, ça, ce qu'on appelle l'espèce de sphère qu'on vous dessine, en fait, ça s'appelle la sphère de bloc. Sphère de bloc. Donc, en fait, on vous dessine le vecteur et en fait, on vous note ça avec les notations des spinners, mais le spinner, c'est pas ça. Le spinner, c'est pas le vecteur, on peut pas le dessiner, en fait. Et donc là, on va dire, donc ça serait l'équivalent en 2D. Donc nous, c'est ça qu'on va voir. Cercle de blocs, bon, je sais pas si ça existe, mais nous, on va s'intéresser que à la 2D. Hein, et le cas, on peut aussi faire un bit en une dimension, en deux dimensions, en trois dimensions. Donc en regardant, donc là, l'état, ça va être un vecteur. Donc ça, c'est le vecteur qui va représenter notre quantum bit donc en 2D. Mais en fait, le spinner, c'est pas le vecteur. C'est ce qu'on appelle psi. Donc ça, c'est le vecteur. Donc pour bien distinguer la différence entre un vecteur et un spinner, comme dans les deux cas, c'est des vecteurs en fait, on va noter avec les flèches pour le vecteur traditionnel. Donc ça va être le vecteur classique, traditionnel. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, vecteur. Et quand c'est le spinner, on va utiliser la notation de Dirac. C'est-à-dire qu'on note comme ça, quoi. Et donc, nous, comme on va s'intéresser à la deux dimensions, en 2D, dans les deux cas, que ce soit vecteur ou spinner, ça va être des vecteurs, quoi. Donc dans les deux cas, c'est des vecteurs, en fait, hein. Vecteur dans le sens, c'est une flèche sur le cercle, hein. Vecteur. Euh, dans les deux cas. Donc, on a ce petit piège en 2D qu'il faut faire attention, mais ça va être plus simple à comprendre en deux dimensions. En trois dimensions, le vecteur, ça va être un vecteur en 3D, donc sur la sphère. Mais le spinner, par contre, ça sera plus un vecteur en 3D, ça va être un vecteur complexe en deux dimensions. Donc en 3D, donc on avait, donc c'est un vecteur 3D, quoi. Et le spinner,
ça va être un vecteur aussi, mais dans un espace 2D complexe. Vecteur 2D complexe. Donc en 3D, on voit bien la différence entre vecteur et spinner. Dans les deux cas, c'est des vecteurs, mais ils font pas partie du même espace de vecteurs, quoi. Mais comme nous, on va simplifier, on va regarder que ce qui se passe dans un cercle. euh, du coup, comme ça, on se débarrasse des nombres complexes, donc ce sera plus simple à comprendre. Mais du coup, on se retrouve avec le vecteur, il va être en 2D sur le cercle, et le spinner, il est en 2D aussi. Donc à chaque fois, c'est des flèches, quoi. Donc, par exemple, pour ce vecteur-là, on verra que le spinner, il va être sur le cercle aussi, mais il va être comme si on l'avait tourné deux fois moins. Bon, si on démarre ici, quoi. Si on démarre dans ce sens-là. Alors oui, un autre problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, peut-être pour des raisons historiques, on utilise l'état 0 et l'état 1. On a mis ça sur l'axe Z. Axe Z. Donc nous, donc, on va redémarrer avec l'axe X correctement. C'est-à-dire qu'on va démarrer là. Donc là, ça sera l'axe X avec l'état contraire. Donc nous, si vous voulez, on mettrait donc état 0 et état 1. Donc l'état 1 serait le contraire de l'état 0. Et puis si on veut rajouter des états entre les deux, ben, on pourra rajouter d'autres. On utilisera l'axe Y. Et comme ça, l'axe Z, c'est vraiment si on veut faire de la 3D. Mais comme ça, nous, on se débarrasse de l'axe Z. Comme ça, on va avoir. On pourra écrire en 2D avec juste X et Y, ça sera plus naturel. Donc je ne sais pas pourquoi, on a pris comme base pour le spin. En physique, on a pris l'axe Z pour dire spin up, spin down, etc., quoi. Alors, comment on va pouvoir... Donc nous, on va avoir un cercle, du coup. Et pour bien faire la différence, je vais utiliser un exemple concret. On va prendre une horloge. Donc on aura le vecteur qui va être une horloge 12 heures. Et le spinner, ça va être un vecteur, mais comme si c'était l'aiguille d'une horloge 24 heures. Donc par exemple, donc du coup, le sens du temps va prendre le sens de l'horloge. Donc ça va être une orientation dans ce sens-là. Et avec un point de départ ici, quoi. Voilà. Donc le vecteur, donc le spinner, quand il va être, par exemple, 3 heures sur le spinner, en fait, le vecteur, lui, il va être 3 heures. Donc vecteur égale euh, l'aiguille l'aiguille d'une horloge 24, d'une horloge 12 heures, en fait. Horloge 12 heures. Donc on va noter V avec la notation des vecteurs traditionnels. Et spinner, ça va être... on va noter avec la notation de Dirac. Et ça va être l'aiguille sur l'horloge de l'horloge 24 heures. Et comme ça, on va avoir effectivement que quand le temps s'écoule, l'aiguille de l'horloge 12 heures va tourner deux fois plus vite que l'aiguille de l'horloge 24 heures. Et c'est pas parce qu'on a fait un tour complet sur l'horloge 12 heures qu'on est revenu au niveau du spinner au point de départ. Parce que le spinner, lui, va distinguer si on est le matin ou l'après-midi. Alors que dans l'horloge 12 heures, on ne sait pas, quoi. Et du coup, on voit qu'on retrouve la correspondance pour chaque spinner. On peut deviner à quel vecteur ça correspond. Par exemple, là, le vecteur, on a
ce spinner-là 3 heures, et son contraire, spinner 15 heures. Que ce soit 3 heures ou 15 heures, ça fait le même vecteur. Puisque en fait, c'est 3 on va noter dans l'horloge 12 heures, on va noter 3 heures, et on a perdu une petite information, c'est est-ce que c'est le matin ou est-ce que c'est l'après-midi? Hein, donc là, on retrouve que le spinner, lui, il faut faire, il faut écouler le temps pour faire en apparence un tour complet sur l'horloge 12 heures. Mais le spinner, lui, il n'est pas revenu au point de départ. C'est-à-dire que si on fait un tour de 12 heures, lui, il va devenir ici, quoi. Donc lui, il n'est pas revenu au point de départ quand on a fait un tour de cadran de l'horloge normale, quoi. Et si on continue de faire écouler le temps, c'est-à-dire qu'on fait un deuxième tour de l'horloge 12 heures, là, le spinner, il aura atteint ses 24 heures, et donc là, il sera revenu au point de départ. Donc le spinner, c'est un vecteur, mais qui aurait tourné avec le demi-angle. C'est ce qu'on avait vu. Demi-angle. Et donc, en fait, c'est les coordonnées du... Je sais plus si je l'avais, voilà, ouais. C'est le fameux nombre Q qu'on avait... qui permettait de faire les rotations grâce à l'algèbre de Clifford. Bon, là, ça tourne dans l'autre sens. Mais c'est les coordonnées... ça va correspondre directement aux coordonnées de notre vecteur. Bah, par exemple, là, si je veux faire le vecteur, on va le noter par exemple, si on connaît l'angle θ, alors le vecteur V il va s'écrire comment? Donc il va s'écrire, donc on va prendre le cosinus θ plus, alors on va le noter en colonne, donc c'est le vecteur cosinus θ sinus θ. Bon là c'est pas orienté correctement, hein. Mais du coup, un spinner qui correspondrait, ça serait le demi-angle, quoi. Cosinus θ sur 2, sinus θ sur 2. Voilà. Dans les deux cas, on mappe tous les points du cercle. Donc il y a une double signification. Soit c'est le groupe spin, soit c'est un vecteur qui pointe au même endroit du cercle. C'est-à-dire que vous avez... là, on s'est arrangé. Pour chaque vecteur, ça va pointer un endroit du cercle. Et donc, on a une correspondance exacte entre tous les vecteurs possibles et tous les points du cercle qui correspondent aux éléments du groupe. Donc, ça va être en correspondance exacte avec le groupe spin 2, quoi. 2. Et là, les vecteurs, pour chaque vecteur, pareil, on peut deviner quel angle de rotation, quelle orientation ça a changé. Avec cette histoire de si on fixe un point de départ, on peut deviner... donc là, ça va être en correspondance exacte avec le groupe des rotations. Donc bah, normalement, on sait qu'il y a 2 fois plus de spinners pour les vecteurs. Effectivement, si je prends le vecteur, si je prends un spinner ou moins un spinner, ça va donner le même vecteur. Si je prends le spinner 3 heures ou son opposé, 15 heures, bah, au niveau de l'horloge 12 heures, ça donne 3 heures. Mais on sait plus si c'est le matin ou l'après-midi. Alors qu'avec le spinner, on sait, oui, mais c'est 3 heures du matin ou 3 heures de l'après-midi. C'est pas pareil, quoi. Mais, comme dans les deux cas, ça tient sur un cercle, voilà. Donc, avec cet exemple-là, on va essayer de bien faire différence et aussi avec les différences de notation. Donc, si on veut, le spinner, c'est un vecteur qui aurait tourné 2 fois moins vite, sachant qu'il y aura 2 spinners à chaque fois qui correspondraient à un même vecteur. Donc, ben, si on prend par exemple une matrice de rotation, donc le groupe SO2, on peut le représenter
avec les matrices de rotation. Donc c'est cosinus θ moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ. Et ça va agir sur un vecteur. Par exemple, si je pars du vecteur 1, 0, donc UX, et ben ça me donne le vecteur. Donc on fait cos θ ici et sinus θ. Donc ça c'est notre fameux vecteur V qui aurait tourné d'un angle de θ. Tourné d'angle θ. Mais on ne sait pas dans quelle direction. Et donc on voit qu'en fait le vecteur, on a juste pris la première colonne de la matrice de rotation. Hein, effectivement. Et donc spin 2, et ben on va utiliser le cercle, mais comme s'il était deux fois plus gros. Après, comme ça, un cercle, c'est un ensemble de points infinis. C'est le même cercle, mais il y a deux fois plus d'éléments. Mais comme un ensemble infini, on peut avoir une partie d'un ensemble infini qui est aussi grand que l'ensemble lui-même. Donc ça c'est une propriété des ensembles infinis. Donc effectivement, le groupe spin 2 est censé être deux fois plus gros normalement, puisque pour chaque spinner, enfin pour chaque alors un élément du groupe spin, ça sera un rotor, je crois, ça s'appelle. Pour chaque rotor, on a une rotation deux fois plus gros, mais c'est un peu comme si on a voilà, là si on a un trait ici et un trait ici, on a l'impression que c'est plus grand visuellement, mais au niveau de pour chaque pour chaque point ici, il y a un point qui correspond dans l'élément. Il y a une correspondance exacte. Et pour chaque point du trait qui est plus grand, on voit qu'on peut associer un point qui est plus petit, quoi. Donc, alors que on a l'impression qu'il est deux fois plus grand, il y a une correspondance exacte dans chaque élément. Donc là, on retrouve cette même idée, mais sur le cercle. C'est-à-dire que sur chaque, euh, sur chaque... Donc là, on fixe un élément il. Sur chaque élément du groupe spin, on associe, donc il y a que, on associe une certaine rotation. Donc ici, quoi. Donc ça c'est spin, et là ça serait SO2. Donc quand il y a deux façons de faire la même rotation grâce à l'élément du groupe spin. Et il suffit, pour dédoubler tout, de prendre une rotation avec l'angle deux fois plus petit. Donc on aurait une matrice de rotation du coup comme ça. Donc ça c'est une rotation avec le demi-angle. Et donc le spinner, bah, ça va être celui-là, hein. On va refaire le même coup, on va reprendre la première colonne. Hein. Donc le spinner psi, ça va être cos θ sur 2. Donc effectivement, quand on bouge l'angle θ, le vecteur, lui, il va suivre l'angle. Donc ça, c'est sur V. Et qu'est-ce qui se passe sur le spinner? Lui, il va suivre le demi-angle, θ sur 2. Psi. Et donc, il tourne deux fois moins vite. C'est-à-dire que quand on a fait pi, angle pi sur le vecteur, le spinner, lui, il sera à pi sur 2. Donc, il a parcouru deux fois moins de chemin. Donc, on va prendre un exemple sur les petites horloges. Donc, on a
une première horloge, après une autre, voilà, on va mettre 3, comme ça. Donc l'idée de ce dédoublement, c'est qu'en fait, quand on veut, par exemple, on part de, imaginons il est 3 heures, il est 3 heures, donc au niveau vecteur. Et en fait, si je dis, ben, une rotation, ça serait juste dire, ben, maintenant, là, il est sur 3 heures, je veux qu'il soit sur 5 heures. Donc après, on peut facilement changer l'aiguille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer de 2 heures. Mais, en fait, si je dis, bon là, l'aiguille, elle est sur 3 heures, je voudrais qu'elle soit sur 1 heure. Ben, en fait, pour régler, on va pas se fatiguer à avancer de l'aiguille de 3, 4, 5, 6, on va pas faire le tour. On va reculer le temps. Au lieu de passer par 4, 5, 6, on va, euh, on va vouloir modifier, bouger la position de l'aiguille en remontant le temps de 3 heures à 2 heures et à 1 heure. Donc en fait, pour faire le mouvement de la rotation, nous, on va choisir instinctivement, est-ce que c'est plus court de faire, le grand dans le sens du temps ou, ou remonter le temps. Donc pour aller de 3 à 5, c'est mieux de faire ce mouvement-là, par exemple. Mais si on veut aller de 3 à 1, ça sera plus court de passer en remontant le temps plutôt que d'avancer l'aiguille jusqu'à atteindre 1 heure, quoi. Donc nous, on aimerait bien pouvoir distinguer ces deux sortes de mouvements. Par exemple, si on veut piloter un logiciel d'animation ou un robot, ou je sais pas quoi, euh, on veut être précis, lui dire exactement qu'est-ce qu'il doit faire, ou pour optimiser des mouvements, j'en sais rien. Euh, Indiquer simplement l'état initial et l'état final, ça suffit pas. Nous, on veut dire non, je fais ce mouvement-là qui tourne ou ce mouvement-là. Et donc, grâce à donc on voit qu'il nous manque une petite information de est-ce qu'on va. Donc là, le sens du temps, c'est par là. Donc, imaginons que là, on va faire une transformation. Euh, Là, l'aiguille, elle était à 3 heures. Je vais rajouter 9 heures. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que donc là, l'aiguille elle était là, et après elle sera là, mais on a rajouté 9 heures donc dans le sens du temps. Donc on a fait ce mouvement-là. Donc 3, donc l'aiguille elle va se retrouver là-haut. Hein, on était à 3 heures, plus 9, l'aiguille elle se retrouve là-haut. Donc là on a fait plus 9 heures en fait. Donc quand je dis plus 9 heures, il y a ce petit plus qui me dit le sens du mouvement. Donc quelque part, je suis en train de noter un mouvement et non pas une rotation. Donc là, je suis en train d'utiliser le groupe spin sans en avoir l'air, quoi. Et après, je refais la même chose. Euh, donc on a... donc cette fois-ci, on est là. Et je vais réajouter 9 heures, donc ça sera par là. Donc je vais tourner encore de 9 heures. Donc c'est le même élément du groupe spin, c'est le même mouvement en fait, mais on est parti d'un point de départ différent. Donc je refais plus 9, et cette fois-ci je me retrouve avec l'aiguille par là. Hein, donc j'étais au 12 là, à verticale, et je refais plus 9. Donc dans le sens du temps, donc mon aiguille elle est devenue là. Donc j'ai appliqué deux fois, ça c'est un élément du groupe spin. Spin. Et celui-là c'est le même. Spin de... Voilà. Donc au niveau de l'aiguille, au niveau de l'aiguille sur une horloge 12 heures, on voit qu'on a perdu
une information. C'est-à-dire que comment on passe directement de la position 3 à la position 9, ben, dans le groupe rotation, on aurait dit juste, mets l'aiguille de l'autre côté. Mais oui, mais en passant dans quel sens? Est-ce qu'on passe dans le sens trigonométrique ou dans le sens des aiguilles d'une montre? Et grâce au spinner, en fait, le spinner, lui, il va stocker l'information si c'est le matin ou l'après-midi, qu'on ne voit pas du coup sur le vecteur. Donc le spinner, lui, il saurait que en fait, on était parti de 3 heures, sous-entendu du matin. Voilà, AM, 3 heures. Après, on a fait plus 18 heures. Donc en fait, c'est pas 9 heures là, ce serait 21 heures. Voilà. Donc en fait, ici, c'est l'après-midi. C'est 9 heures du soir en fait. Et comme maintenant, on sait qu'on doit passer au niveau l'horloge, on doit passer de 3 heures à 9 heures, mais on est embêté de savoir dans quel sens on tourne. Alors que si on connaissait le spinner, le vrai spinner correspondant à ce vecteur-là, eh bien on doit passer de 3 heures, non pas à 9 heures du matin, mais à 21 heures. Et là, on se dit, ah bah attends, ça va aller plus vite de remonter le temps. Au lieu de faire plus 9, au lieu de faire plus 18, en fait, ça va plus vite de remonter le temps de 6 heures, quoi. Moins 6 heures. Et du coup, moins 6 heures, c'est quel mouvement? Ben, c'est le mouvement qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc en fait, on va faire le mouvement. Ok, on va se retourner, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce que pour passer de 3 heures à 21 heures, c'est plus court de reculer le temps de 6 heures. Alors que si on avait dit de 3 heures à 9 heures, ah bah là c'est plus court de faire plus 6. Donc à chaque fois, grâce à cette information, est-ce que c'est le matin, est-ce que le mouvement qu'on veut faire, est-ce que la position est du matin ou de l'après-midi, ça nous donne un indice pour convertir en un mouvement dans un sens ou dans l'autre. Donc oui, dans les deux cas, on a des aiguilles, dans les deux cas, c'est un cercle. Et du coup, dans les deux cas, c'est une rotation, quelque part. Mais avec cette correspondance vecteur-spinner, on peut transformer la rotation du spinner en, qui lui serait sur une horloge 24 heures. Ça nous donne une petite information en plus qui nous permet de décider dans quel sens on va faire le mouvement. Du coup, on va pouvoir mapper tout le groupe. C'est-à-dire que le groupe spinner, il y aura une double signification. Soit on dit, bah, ouais, on a fait une rotation, puisque c'est sur un cercle. Donc, soit c'est une rotation, mais sur notre cercle, sur le cercle de l'horloge 24 heures. Soit c'est un mouvement. Donc là, le mouvement, on avait dit, c'est de passer plus ou moins 12 heures, c'est-à-dire passer du matin au soir ou du soir au matin. Hein. Donc c'est une transition en AM-PM. C'est-à-dire que sur l'horloge, 12 heures, l'aiguille, elle bouge pas. Mais au niveau du spinner, on a modifié l'information secrète. Oui, mais on est le matin ou on est l'après-midi. Bon, là, c'est un petit exemple concret qui marche bien en deux dimensions. Pour bien faire la différence entre vecteur et spinner, donc on a le vecteur, il, il vit, euh, il vit sur une horloge 12 heures en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le spinner, il vit sur une horloge 24 heures. Et donc il y a une information en plus qu'on n'a pas. Donc là, ce serait le vecteur. C'est là-dessus qui va vivre. Et le spinner, donc c'est une petite aiguille. Dans les deux cas, c'est une petite aiguille sur un cercle. Donc c'est des vecteurs dans les deux cas. Mais il faut se dire, ce qui compte, c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire que pour chaque
Par exemple, pour le spinner 2 heures ou pour le spinner 14 heures, c'est pareil, ça sera toujours le même vecteur de 2 heures, quoi. Donc on a chaque fois un dédoublement. Il y a 2 spinners possibles qui correspondent pour chaque vecteur de l'horloge 12 heures, quoi. Vecteur 12 heures. Et là, 24 heures. Et du coup, on a les groupes. Donc les spinners sont en correspondance exacte euh, avec le cercle que j'avais noté. Donc est-ce que je l'ai encore? Ouais. Ça, c'est le groupe. C'était ce groupe-là. Spin 2. Et celui-là, c'est le groupe des orientations. Donc là, c'était le groupe SO2. Et là, c'est le groupe Spin 2. Donc le groupe Spin 2 va faire tourner notre petite aiguille. Et pour chaque position de l'aiguille spinner 24 heures, ça nous donne un élément du groupe Spin 2. Mais on peut interpréter les éléments du groupe Spin 2 comme si ça faisait tourner notre aiguille 12 heures. Et on se sert du dédoublement pour dire oui, mais on tourne dans un sens ou dans l'autre. Du coup, on arrive à aller au-delà de la simple orientation de l'aiguille. On est capable de décrire le mouvement concret qu'il faut faire. Est-ce qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas? C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de donner le résultat final, on va être capable de décrire les mouvements en tournant dans un sens, oui, ou en faisant le mouvement en tournant dans l'autre sens, sachant qu'on aboutira au même résultat. Donc en dédoublant l'horloge, on va effectivement avoir... bon, dans les deux cas, c'est un groupe de rotation d'un vecteur, hein, donc c'est ça qui est un peu bizarre, puisque c'est le même groupe, c'est les vecteurs, on les fait tourner, mais simplement avec cette astuce de se dire, oui, mais ok, je le fais tourner, mais je fais exprès de le faire tourner 2 fois moins vite, comme ça j'en ai 2 fois plus, et comme ça, ok, c'est un groupe de rotation pour ce vecteur-là, mais pour ce vecteur-là, je vais pouvoir interpréter mon groupe spin 2 comme des mouvements, quoi. Donc du coup, je vais avoir une interprétation de type mouvement orienté, interprétation orienté, mouvement orienté, mais qui n'a de sens que sur l'aiguille du vecteur. N'a de sens que pour le vecteur, que sur le vecteur. Je sais pas si c'est clair, hein. L'orientation du spinner, c'est comme l'orientation du vecteur, quelque part mathématiquement, il n'y a pas de différence. Mais en se rappelant, tout est dans l'interprétation. C'est-à-dire que mon orientation de spinner, c'est comme une rotation sur le cercle du spin. Mais on dit oui, mais ça correspond non plus à une orientation de l'aiguille, mais cette fois-ci au mouvement aboutissant à une orientation. Ouais. C'est-à-dire à chaque fois, on a un groupe de rotation, mais qui contient 2 fois plus, parce que l'aiguille tourne 2 fois moins lentement. Et si on dit, oui, mais en fait, je peux agir sur l'aiguille du spinner, mais je peux aussi agir sur l'aiguille du vecteur, avec le même groupe spin. Il est capable de faire les deux. Et comme il y a je me retrouve du coup avec 2 façons de changer l'orientation du spinner qui ferait le même résultat sur le vecteur, bah, je me sers de ces 2 façons qui existent pour faire la même chose sur le vecteur, pour dire, oui, bah alors dans ce cas, il y en a une qui veut dire je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'autre qui me dit je tourne dans l'autre sens. Et comme ça, j'ai réussi à encoder les mouvements. Donc pour chaque orientation cible du vecteur, j'encode 2 mouvements possibles pour le faire, grâce à cette petite astuce d'interprétation.
Donc voilà. Donc ce qu'on appelle le cercle la sphère de blocs, donc le lien avec donc les spinners, c'est ce qu'on appelle le bit quantique en fait. Euh, donc c'est l'état psi qu'on note comme ça en informatique quantique. Mais en fait, on vous le dessine jamais, parce que ce qu'on vous dessine, c'est le vecteur, ce qu'on appelle la sphère de bloc. Sphère de bloc. Euh, Donc en fait, quand on vous dessine un qubit, un bit quantique, en fait, on vous dessine le vecteur. Alors qu'on devrait vous dessiner le spinner. Mais en 3D, on ne peut pas dessiner le spinner, puisqu'on avait vu qu'il fallait, ça se dessinait dans un espace à 4 dimensions. Donc on dessine SO3 en fait, comme une boule, et on vous dit bah ça c'est les états du bit quantique, mais non, parce que c'est faux parce que il y a il y a plusieurs spinners qui correspondent à un même vecteur, quoi. Donc en 2D, là on peut dessiner, mais problème en 2D c'est qu'il y a une grosse confusion parce que le groupe spin ou le groupe rotation c'est un cercle dans les deux cas. Donc c'est plus simple, mais en même temps il y a une ambiguïté supplémentaire qui apparaît. Mais bon, je pense qu'avec le coup des horloges, de se dire, ok, spinner, vecteur, c'est des spinners, c'est des vecteurs dans les deux cas, mais il y en a un, on lui donne un autre nom, on lui donne le nom de spinner parce qu'il tourne c'est un vecteur, mais qui tourne sur une horloge 24 heures en fait. Alors que le vecteur il tourne sur une horloge 12 heures, et le vecteur, il y a une information dont il n'aurait pas accès qu'on a rajouté, c'est est-ce que c'est le matin ou c'est l'après-midi, quoi. Et ça, on peut pas le voir sur le vecteur. Alors que sur le spinner, on peut dire, c'est-à-dire que par exemple, le- on peut le noter, soit c'est par exemple 3 heures euh, du matin, soit c'est 15 heures en fait. Donc sur l'horloge 24 heures, ça serait noté 15 heures, ici 3 heures. Donc ça, notre spinner, lui, c'est cette horloge 24 heures, c'est cette aiguille. Donc soit on la note sur 24 heures, donc ça serait par là. Et sur l'horloge 24 heures, 15 heures, ça serait l'opposé. Et du coup, la petite information que je vous disais qu'on avait en plus dans le groupe spin, ça correspond à oublier si c'est AM ou PM. C'est-à-dire que le vecteur, lui, c'est juste ça. Donc on a deux spinners possibles qui donnent le même vecteur. 3 heures. Mais là, on sait plus. Ah oui, mais 3 heures le matin ou l'après-midi. Alors que le spinner, lui, c'est pas pareil. Et donc, soit on le note comme un vecteur d'un cercle qui serait 24 heures, soit on le note comme la petite horloge 12 heures, mais en disant attention, il y a une information supplémentaire, est-ce que c'est le matin ou l'après-midi? Parce que c'est pas pareil, même si visuellement c'est pareil, non, il y a une petite information, hein. Donc à partir de là, il y a une ambiguïté. On me dit ouais, c'est 3 heures, mais du matin ou l'après-midi? Donc on sait pas quel spinner c'est exactement, mais si on savait quel spinner c'est, et si je vous donne une position de départ et une position cible, si je sais les spinners, la position cible à quel spinner ça correspond, là je peux non seulement vous dire quel changement d'orientation on a fait, mais je peux aussi vous dire si on a tourné dans un sens ou dans un autre. Donc c'est ça le but des spinners, quoi. Réussir à encoder le mouvement sur un vecteur. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire Oui, on peut faire les représentations matricielles. Ça, c'est important. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on pourra mieux comprendre exactement qu'est-ce qui se passe en informatique quantique, pourquoi on a le bit quantique et le lien avec les probabilités, en fait. Donc, on avait vu que pour faire le cercle, on pouvait travailler dans l'algèbre de Clifford 2. Donc là, ça serait le bit 2D, en fait.
On pourrait faire un bit en une dimension. Voilà. Et ce qu'on appelle le qubit, il faudrait travailler en 3D, quoi. Qubit. En fait, c'est en 3D. Mais en fait, je vais pas écrire comme ça, parce que en fait, ce qu'on a en informatique quantique, donc là, ça serait géométrique, quoi. Géométrique. En fait, le qubit, c'est le spinner correspondant. Ça serait quantique. Donc on aurait un qubit 2D. Donc en fait, ça c'est les vecteurs. Ça c'est les vecteurs. Et ça c'est les spinners. Donc là, il y a un vecteur 3D. Et pareil. Et donc là, bon, je sais pas. Ouais, ouais, ça va être compliqué. Donc en fait, ce qu'on appelle quantique, en vrai, on travaille non pas sur les vecteurs de la géométrie comme on a l'habitude, on travaille sur l'équivalent spinner, avec à chaque fois ce dédoublement, quoi. Mais à chaque fois, on va vous le dessiner, on va vous dessiner une boule pour dire, ah, ça c'est le qubit. Puis on vous met les états du spinner, on mélange tout en fait. On vous dit c'est l'état 0, et là ça serait l'état 1. Donc en gros, l'état 0, c'est un vecteur 3D. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'on vous dessine, c'est pas le qubit directement. C'est le vecteur. C'est-à-dire qu'il y a. On pourrait avoir. On va. Le psi, c'est pas le vecteur, c'est le spinner, quoi. Spinner. Et ça, ce qu'on dessine, c'est le vecteur qui correspondrait à ce spinner-là. Et ça, c'est un vecteur, quoi. Ce qu'on appelle la fameuse. Donc le qubit, c'est le spinner. Et ce qu'on dessine sur la sphère de bloc, en fait, c'est le vecteur correspondant. Vecteur. Et le spinner, lui, il vit dans le groupe. On avait l'astuce où on utilisait deux boules et quand on sortait de la boule d'un côté, on rentrait dans la deuxième. Voilà. Là, on pourrait dessiner un spinner, mais c'est compréhensible géométriquement qu'en 4D. Hein. Du coup, là, on dessine pas le spinner, on dessine le vecteur en 3D. Voilà. Bon, bah, nous, pour simplifier, on fait juste en deux dimensions. Comme ça, on se retrouve avec un cercle pour le vecteur. Donc, ça serait notre bit 2D. Donc, on aurait l'état 0, 1. On noterait comme ça. Et en fait, la superposition entre 0 et 1, comment on noterait ça en quantique? On dirait, ben, c'est 1 sur racine de 2, l'état 0, plus 1 sur racine de 2, l'état 1. Donc en fait, on vous donne ça pour l'état superposé. Donc ça serait cet état-là, quoi. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? Ben, là, c'est pas les coordonnées du vecteur qu'on donne, c'est les coordonnées d'un vecteur qui aurait tourné de pi sur 4, en fait. C'est pour ça qu'on se trimballe des racines de 2, là. Donc en fait, ce qu'on vous donne, c'est pas le vecteur sur ce cercle. On vous donne pas le vecteur du bit en deux dimensions. On vous donne l'espèce de nombre Q de CL2 qu'on avait là. C'était 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 EXY. En fait, on vous donne le demi-angle. Comme si on vous donnait un vecteur qui avait tourné de la moitié de l'angle par rapport au vecteur, quoi.
Donc en fait, on vous donne les coordonnées du spinner sur l'horloge 24 heures. Et ça correspond au nombre de l'algèbre de Clifford qu'il faut utiliser pour faire la rotation sur le vecteur. Et pour retrouver le vrai vecteur, il faut tourner, si on part du point de départ x, il faut tourner avec cette formule-là. Donc en fait, on ne vous donne pas le vecteur, on vous donne l'élément du groupe spin qui permet de faire tourner jusqu'à la position du vecteur volume. Donc on va essayer de comprendre comment représenter tout ça avec des matrices pour mieux faire le lien avec la façon, parce qu'en fait, la façon dont on enseigne l'informatique quantique, on utilise les matrices de Pauli, c'est ces petites matrices-là. Donc on utilise ça en informatique quantique, mais on vous dit pas d'où ça sort, pourquoi c'est ces matrices-là, qu'est-ce que ça vient faire là, quoi. C'est vraiment calculatoire, on n'explique rien du tout. Et donc on prend cette matrice-là pour l'axe Z. Donc moi je vais m'en servir pour prendre pour l'axe X. Après je prendrai celle-là pour l'axe Y. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser les nombres imaginaires. Je ne me servirai pas de cette matrice-là. Donc à quoi sert cette matrice-là? Eh ben c'est donc la première matrice. En fait, on va pouvoir, dans mon algèbre de Clifford, on avait vu qu'il fallait introduire un petit symbole. Donc il y avait 1, les nombres scalaires, et on avait introduit un petit symbole EX et EY, et il y avait une propriété, c'était que EX carré valait 1. Et celui-ci, EY carré, valait 1. Et en faisant toutes les additions et multiplications possibles, on avait vu qu'on n'avait pas le choix, il fallait aussi rajouter un petit symbole qu'on avait appelé EXY. Et donc les règles importantes, c'était connaître les carrés de ce qui correspond au vecteur de base. Hein, donc là, ça serait UX, et là, UY. On associe ces nouveaux nombres, et il fallait savoir que quand on faisait la multiplication dans un sens ou dans un autre, il y avait un signe moins qui apparaissait. Quoi. Ouais. Donc en fait, le petit symbole EXY, euh, c'est moins EYX. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir un symbole pour XY et un symbole pour YX. On n'en prend qu'un seul. Et si on veut YX, il suffit de mettre un moins. C'est-à-dire que si on fait moins EXY, eh ben, ça fait EYX. Donc on ne le compte pas celui-là. Donc on savait que ces petites règles, donc ça s'appelle anticommutativité. C'est-à-dire que quand on change dans quel ordre on fait la multiplication, il y a un signe moins qui doit apparaître, anticommutatif, et il faut les carrer. Hein, donc avec ces deux petites règles-là. Et en fait, on peut trouver des petites matrices qui ont exactement ces petites propriétés-là. Et c'est ces matrices de Pauli. C'est-à-dire que EX, on peut lui associer une petite matrice qui va être celle-ci. Et si... et donc c'est... on va la noter. Donc c'est ça qui correspond à sigma z. Alors c'est ça qui est embêtant, c'est pourquoi on a pris z. Donc la matrice de Pauli z. Pauli. Bon, moi je vais m'en servir pour mettre l'axe des x. Donc normalement on doit avoir EX carré égale 1. Donc ben, on va vérifier. Si on multiplie la petite matrice par elle-même, alors je ne sais pas si vous savez multiplier les matrices, donc pour cette colonne-là, on fait les colonnes et les lignes qui correspondent. Donc là, on va faire 1 fois 1 plus 0 fois 0, donc ça fait 1. Après, pour celle-ci, on va faire 1 fois 0 plus 0 fois moins 1.
Et après, pour celle-ci, on va faire cette colonne-là avec cette ligne-là. Donc, on va faire 0 fois 1 et moins 1 fois 0. Et pour la dernière case, on va faire 0, cette colonne-là et cette ligne-là. Donc, 0 fois 0, ça fait 0. Plus moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, cette petite matrice-là, quand on la met au carré, ça fait bien 1, 0, 0, moins 1. Donc, si je la mets au carré, ça fait la matrice 1, 0, 0, 1. Donc, ça, c'est la matrice qu'on appelle I. C'est-à-dire qu'avec que des 1 sur la diagonale. Donc, effectivement, euh, on aurait, euh, on aurait cette idée que le carré vaut 1. Hein, c'est ce qu'on voulait. Et du coup, il nous en faut une pour EY. Donc on va prendre Y carré. Alors on va associer une autre petite matrice. Euh, euh, on va prendre celle-là, du coup. 1, 1, 0. Voilà. On prend cette petite matrice de Pauli. Et pareil, on peut vérifier que le carré au carré, ça vaut 1. Donc on a réussi à trouver, au lieu d'avoir ces petits symboles un peu mystérieux, dont on ne connaît que le carré, et une propriété d'anticommutativité, il y a moyen de trouver des petites matrices qui auraient exactement le même comportement. Du coup, on peut fourrer ça dans un ordinateur qui sait calculer des matrices. Mais il faut vérifier qu'il y a anticommutativité. Hein. Donc les matrices n'ont pas été choisies au hasard. Donc on va vérifier que, par exemple, E XY, qu'est-ce que ça va être? Donc, EXY, nous on sait que c'est EX fois EY. Donc au niveau des matrices, on aurait... donc il faut la matrice de EX, c'est celle-ci. Et un moins, voilà. Et on multiplie par la matrice de EY. 1, 1, 0. Donc ça fait quoi? Donc 1 fois 0, 0, ça fait 0. 1 fois 1, 0, 0, ça fait 1. Après 0 fois 0, moins 1. Et moins 1, 0 fois 1, moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc on a une nouvelle matrice qui correspond à EXY. Donc je vais les rappeler. Donc on a 1, EX, EY, EXY. Donc on aurait une matrice 1, 0, 0, moins 1. Une matrice pour Y qui serait 1, 1, 0. Et on aurait du coup une nouvelle matrice 1, moins 1, 0. Et pour 1, on a dit qu'on prenait I égale la matrice avec que des 1 sur la diagonale. Donc là, on a 4 petites matrices qui correspondraient, on l'espère, à nos petits symboles de l'algèbre de Clifford. Quoi. Donc ça, c'est l'algèbre de Clifford. Et on a une espèce de correspondance avec les matrices à 2 dimensions. Voilà. Donc on a une correspondance. Mais est-ce qu'on a bien l'anticommutativité? Donc on va essayer de calculer EYX. Donc c'est EY fois EX. Donc on va servir des petites matrices pour voir si ça donne bien la bonne réponse. Parce que le fait qu'on ait des matrices dont le carré vaut 1, ça suffit pas en fait. Hein. Il faut qu'on ait l'anticommutativité. Sinon notre système de correspondance, il va pas marcher. Donc on aurait EY cette fois-ci. Donc on met EY en premier cette fois-ci. Et EX en deuxième. Donc on change l'ordre de la multiplication sur les matrices. Et ça donne donc 0 fois 1, 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, 0 fois 0, ça fait 1. Après ici, ça fait 0 et moins 1.
Et la dernière, c'est 0. Donc là, on aurait la matrice 0, moins 1, 1, 0. Et regardez, c'est bien le contraire de la matrice si on change le signe. 0, 1, moins 1, 0. Et ça, c'est bien la matrice qu'on avait trouvée pour EXY. Hein, donc c'est bien moins EXY. Donc nos petites matrices qu'on n'a pas choisies au hasard, évidemment, non seulement les carrés correspondent bien, ça fait bien 1, on retrouve bien, EY carré égale 1. Donc on peut utiliser la petite matrice. Et si on la met au carré, on a bien 1. Et apparemment, si on fait les produits dans un sens ou dans l'autre, il y a bien un signe moins qui apparaît, donc on a bien l'anticommutativité. Ce qui fait qu'on peut complètement oublier l'algèbre de Clifford et ne travailler que sur des matrices. Et en plus, ça marche avec l'addition. Donc du coup, un nombre de Clifford quelconque, on aurait par exemple euh, A plus B, E, X plus C, E, Y plus D, E, X, Y. Ça, c'est le nombre de Clifford le plus général possible. C'est-à-dire qu'on a fait plein d'additions, par exemple, un nombre, ça peut être 2 plus 3EX, plus, il n'y a pas de Y, et puis il y a 5Y. Ça, c'est un nombre qui appartient à l'algèbre de Clifford. Mais nous, on peut traduire ça avec nos matrices. Donc on aurait 1, moins 1, 0, 0. Là, on a 1, 1, 0, 0. Là, on a la matrice 1, 1 sur la diagonale. Et XY, on a trouvé XY 0, 1, moins 1, 0. Donc on va transformer en une matrice de dimension 2. Et donc on a, on va écrire comme ça. Donc pour le nombre dans le coin à gauche, on en a ici, donc on va avoir du A. Donc c'est A fois cette matrice-là, plus B fois cette matrice-là, plus C fois cette matrice-là, plus D fois cette matrice-là. Donc on va pouvoir convertir notre nombre en disant, là il y a A plus B. Après en haut à droite, il y a 0, 0, donc les coefficients A et B, on s'en fiche. Et par contre, on aurait un coefficient C et un coefficient D. Donc on aurait C plus D ici. Après en bas à gauche, on n'a pas de A, pas de B. On a C et moins D. Et pour le dernier, on aurait un A ici et moins B. Donc A moins B. Voilà, donc là, on a converti n'importe quel nombre. Soit on l'écrit avec nos petits symboles en se rappelant, oui, mais attention, le carré vaut 1 et quand je change de sens, il y a un signe moins. Soit j'oublie toute cette histoire d'algèbre de Clifford et je remplace tout par des matrices. Et là, j'ai juste à additionner ou multiplier les matrices et tout se passera bien. C'est-à-dire que naturellement, si je mets une de mes matrices au carré et qu'elle est censée valoir 1, bah, ça va marcher. Du coup, là, on a dit qu'on a une représentation matricielle de l'algèbre de Clifford de dimension, donc avec les carrés qui vaut 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, bah, tout va avoir une correspondance. Et par exemple, un nombre, nos fameux nombres Q, c'était cosinus θ sur 2 plus sinus θ sur 2 x, y. Donc là, on a un coefficient dans A, donc ça correspondrait à cette matrice-là.
Donc là, ça c'est A. Et ça, c'est le coefficient devant le xy. Donc c'est D. Donc il n'y a pas de B, il n'y a pas de C, mais on a un A. Donc on aurait cosinus θ sur 2. Et ici aussi, cosinus θ sur 2. Et le coefficient D, il y avait sinus θ sur 2 et moins un sinus θ sur 2. Alors, par contre, oui, nous, ce qui nous intéressait, c'était, comme on est dans CL2, ça tourne à l'envers. Je sais pas pourquoi, quand on utilise celui-là, ça tourne dans le sens trigonométrique. Et quand on utilise l'algèbre de Clifford 2, ça tourne dans l'autre sens. Donc la formule, il faut la changer. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est Q-1. Donc on va avoir un signe moins. Et donc on aurait le signe moins là, le plus là. Et là, on aurait... on va noter Q-1. Là, on aurait le signe moins. Et le spinner, en fait, on prend la première colonne. Si... Donc on voit qu'on récupère des coordonnées du groupe, de l'élément du groupe spin qui permet de faire tourner, quoi. Donc on prend un vecteur colonne hein, avec ces... là. Et si je veux mon vecteur et que je le faisais tourner, le vecteur V, en fait, il faut... c'est Q-1, le vecteur de départ Q. Et si on fait ça, on trouve le vecteur cosinus θ EX et sinus θ EY. Et ça, c'est la matrice. Donc, on a un coefficient dans B. Enfin, on peut tout transformer en matrice et faire les calculs avec les matrices. Le seul problème, c'est quand on veut convertir. C'est-à-dire que si on avait... donc, on a A plus B, plus B, A moins B, voilà. A moins B. Et après, C plus D, C moins D. C plus D, C moins D. Donc, le seul problème, ça serait... par exemple, qu'est-ce que c'est que cette... Si je fais un calcul et je tombe sur cette matrice-là, euh, c'est quoi comme nombre de Clifford? Hein, parce qu'une fois qu'on a fait tous les calculs avec les matrices, c'est bien sympa. Mais il y a juste un problème, c'est à la fin, si on veut récupérer notre nombre de Clifford, eh ben, on est obligé de dire bah, A plus B, ça vaut 0. A moins B, ça vaut 0. Et on a C plus D, ça vaut 1. C moins D, ça vaut moins 1. Donc en fait, il faut résoudre ce système-là. Donc les matrices, c'est sympa pour transformer tout en calcul, qu'on peut mettre dans un ordinateur, mais on a complètement perdu la signification géométrique qu'il y avait derrière. Et c'est un peu le problème qui se passe quand on enseigne l'informatique quantique et les bits quantiques et tout ça, c'est qu'on vous donne tout sous forme de matrice sans vous expliquer d'où ça sort. Alors les calculs fonctionnent, mais on comprend plus rien en fait, on sait pas ce qu'on fait. Tout d'un coup, on fait des calculs, puis tout d'un coup, on vous dit, bon, bah là, c'est les probabilités. Ah bon, bah d'accord, mais enfin, voilà, ça fait 100 ans que ça existe, et les gens disent toujours, ah, on comprend rien, on comprend rien. Ben oui, c'est parce qu'on donne les matrices, et en donnant les matrices, on a perdu toute la signification géométrique. Donc effectivement, l'astuce de remplacer par des matrices, c'est sympa, parce que ça rend tout calculatoire, il y a plus besoin de comprendre l'algèbre de Clifford. Mais on a perdu toute la signification géométrique dans l'histoire. Et pour remonter, c'est compliqué si on veut retrouver, oui, mais alors du coup, mon résultat que j'ai trouvé grâce à mes calculs de matrice, à quel nombre de Clifford ça correspond, ben, on est obligé de... Donc là, par exemple, on fait 2C, si on additionne là, cette ligne-là, cette ligne-là, ça fait 2C égale 0. Je sais pas, ouais. Et après, si on fait cette ligne-là moins cette ligne-là, ça, ça fait... qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, C moins D égale moins 1. Voilà, donc cette ligne-là moins cette ligne-là, ça fait 2D
égale 2, donc D égale 1. Et là, bah, là, ça fait 0, 0. Donc ça serait le nombre de Clifford avec que un coefficient D, ce serait EXY. Hein, puisque ça fait A égale 0, B égale 0. C, ça fait C égale 0. Et là, on a trouvé D égale 1. Donc il n'y a qu'un seul coefficient. Donc cette petite matrice-là, ça correspond à un seul coefficient, donc celui qui est devant le EXY. Donc c'est D égale 1, donc c'est juste EXY. Donc, on peut transformer les nombres de Clifford en petites matrices dont les calculs vont correspondre exactement. Mais à la fin, si on veut revenir à notre interprétation de l'algèbre de Clifford, là, il y a une correspondance exacte. Et ça reproduit l'addition et la multiplication magiquement, quoi. On va trouver exactement le même résultat. Le problème, c'est pour interpréter la réponse, il faut résoudre un petit système pour retrouver, oui, mais à quel nombre de Clifford ça. Donc autant faire les calculs directement dans l'algèbre de Clifford. Mais là, je vous montre ça, puisque la prochaine fois, on verra, on comparera qu'est-ce qu'on fait en informatique quantique avec les spinners, donc le bit quantique, là, le fameux psi, dont on ne sait pas trop ce que c'est. Et on comparera avec quelle est la signification au travers de l'algèbre de Clifford. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez savoir la suite, bah, pensez à vous abonner, ça aidera à faire monter un peu ma chaîne. Allez, à bientôt!